Le tourisme comme axe de développement, c'est l'option prise par le Sénégal. Le pays entend multiplier par deux le nombre de touristes en diversifiant l'offre et en améliorant la qualité des services. Mamba Nyang, bonjour. Oui, bonjour Madame Denise. Ce salon Top Reza a été l'occasion de vendre la destination Sénégal. Quels atouts mettez-vous en avant pour vous démarquer des principaux concurrents que sont le Maroc et la Tunisie? Oui, merci Madame. Tel que vous l'avez dit, renforcer notre offre et surtout diversifier. Pendant des années, nous nous sommes focalisés sur le tourisme balnéaire. Rappelons que nous avons un patrimoine culturel très important à montrer au monde et surtout notre façon de vivre. Et La teranga. la teranga sénégalaise qui regorge énormément de valeurs, notamment l'hospitalité sénégalaise, qui est un peu particulier dans le monde. Alors, la principale base pour une politique touristique attractive, c'est la qualité des réceptifs, les hôtels et la qualité des services. Quels sont les atouts du Sénégal dans ce secteur? Oui, le plus récent, c'est que le gouvernement du Sénégal, à travers une volonté du président Macky Sall de soutenir ce domaine, a mis en place un crédit hôtelier pour 5 milliards, aider les hôtels à relever quand même le niveau des services qui sont rendus. Donc ça, c'est une des mesures phares qu'il a eu à prendre à travers le gouvernement pour aider les propriétaires de ces réceptifs à se mettre au niveau. Il y a 3 ans, le ministre du Tourisme du Sénégal, c'était Youssou N'Dour, une vedette qu'on ne présente plus. Est-ce que sa notoriété a profité au tourisme au Sénégal? Youssou, c'est un monument. Hein. Youssou, c'est un monument mondial. Ça, il faut le reconnaître. Ça a profité au secteur, c'est vrai, mais entre-temps, quand même, il y a eu ce coup de frein à travers l'Ebola qui n'existait pas chez nous d'ailleurs, mais qui était présent à côté de nos frontières, qui a donné... La crise Ebola a eu un impact sur le tourisme au Sénégal? Mais naturellement, on ne peut pas avoir de l'Ebola chez nos voisins et que ça puisse être rassurant pour un touriste qui est à la recherche d'une quiétude. Oui, il n'y a pas eu de cas d'Ebola au Sénégal. Il n'y a pas eu de cas d'Ebola, mais comprenez qu'on est dans un monde où la communication est en train de faire ses effets et que dans de pareils cas, quand même, les gens sont un peu réticents. Mais Dieu merci, toutes ces situations-là ont été maîtrisées. Aujourd'hui, nous assistons à la renaissance du tourisme sénégalais. Donc, nous sommes très optimistes à atteindre ces 3 millions en 2023 et 10 millions en 2035. Parce que nous avons fini de comprendre que le tourisme, quand même, est très important par rapport au PIB. On ne le dit pas assez, ça a représenté entre 4 et 5% du PIB. Donc, comprenez que ça peut tirer la croissance. L'objectif du président de la République, c'était 7% en 2017, nous en sommes à 6,4, nous en sommes à 6,7 actuellement, donc ça a évolué, 6,5, 6,6, 6,7, et nous pensons qu'en boostant le tourisme, nous pouvons atteindre en 2017 ces 7%. Alors, la Casamance, qui est le théâtre du plus vieux conflit en Afrique, peut-elle redevenir une région touristique maintenant que les relations entre la Gambie et le Sénégal sont au beau fixe? Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a plus de conflit en Casamance quand même. Même le ministère des Affaires étrangères de la France l'a retiré des zones à risque. Donc c'est de par la grâce de Dieu et la volonté politique du président de la République. Depuis 2012, nous n'avons pas assisté à ces scènes d'insécurité en Casamance. Et la Casamance actuellement attire l'attention du président de la République. C'est ce qui l'a poussé à voter une loi à l'Assemblée pour défiscaliser les investissements sur le tourisme. Donc naturellement, on est en train de travailler pour que la Casamance redevienne ce qu'elle était. Une terre touristique. Une terre touristique de par les atouts que la nature lui a donnés. Alors vous misez sur 3 offres pour relancer le tourisme. Le tourisme balnéaire, vous en avez dit un mot tout à l'heure, le tourisme économique, mais surtout le tourisme religieux. Le Sénégal, terre d'islam modéré, c'est votre slogan, c'est ça? Oui, nous constituons cette particularité parce que, je ne sais pas, récemment même en Europe, il y a eu
il y a eu beaucoup de communication autour de l'élection d'un maire musulman à Londres. Ça, c'est une nouveauté. Et c'est ce qui symbolisait quand même ce brassage culturel entre les religions. Mais chez nous, ça existe depuis des siècles. C'est-à-dire, le Sénégal a été dirigé par un président chrétien pendant 20 ans. Et il n'y a jamais eu de problème. Donc nous avons réglé de par nos réalités culturelles, de par nos réalités religieuses, de par notre façon de vivre, ces contingences-là. Je touche du bois, mais ça n'a jamais existé chez nous et nous travaillons pour que ça n'existe pas chez nous. D'ailleurs, le Sénégal a été cité comme modèle par l'Allemagne qui avait invité le président Macky Sall pour symboliser ce dialogue qui existe ailleurs, mais qui n'existe pas chez nous parce que nous, on a dépassé ce problème. Je pense que le touriste est à la recherche de quiétude, d'ouverture, et que le Sénégal dispose de ces atouts-là. Il y a un an, les hôteliers ont fait pression sur le gouvernement pour revenir sur la politique du visa payant. Mais est-ce que les touristes qui vont à l'hôtel sont à un visa prêt? Oui, bon, vous savez, c'est un milieu où vraiment le choix peut se faire autour d'1 euro. Hein, et avec les nouvelles technologies, ils ont la possibilité de comparer les destinations. Donc il faut travailler sur l'ensemble de ces facteurs, l'ensemble de ces paramètres pour avoir des possibilités d'attirer beaucoup plus de touristes. Donc c'est important, c'est important. C'est pas que les hôteliers ont fait pression, mais c'est parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'on pouvait s'en passer du moins et garder les mêmes normes de sécurité, parce que c'est important. Aujourd'hui, parmi nos atouts, il y a la sécurité. Le gouvernement a travaillé sur des procédures qui nous permettent, de par la grâce de Dieu aussi, de maintenir cette sécurité qui est menacée dans d'autres pays. Donc, il fallait trouver les mécanismes pour faciliter, attirer sur le plan touristique, mais assurer aussi une sécurité. C'est ce qui a poussé le gouvernement, le président de la République, à éliminer ces histoires de visa pour les touristes. Alors, autre objectif de votre politique touristique, c'est d'attirer les touristes chinois et scandinaves. Pourquoi miser sur ces deux pays? Mais parce que c'est des populations qui sont à la recherche aussi de pas mal d'atouts que nous avons à travers le soleil. Les pays scandinaves, nous comprenons nous tous que durant l'hiver, ils ont du mal à se retrouver chez eux. Au même moment, au Sénégal, on a le soleil pratiquement 12 heures. On a un climat accueillant, on a des plages, on a des côtes, on a des parcs. Il y a des sites à découvrir durant ces moments-là. Ça va nous pousser à régler ces problèmes de saison parce que nous avons compris que la personne a la liberté d'aller en vacances durant toute l'année. Donc, essayez d'être opérationnel 12 mois sur 12. Un mot de politique avant de refermer cette interview. Aux arrêts depuis le mois de mars, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été élu député aux dernières législatives du mois de juillet, ce qui veut dire que les affaires de détournement n'ont eu aucun effet sur son électorat. Bon, je ne partage pas votre avis parce que c'est un monsieur qui était maire de Dakar, donc qui avait gagné les élections au niveau de la mairie durant les locales. Mais voilà qu'avec les législatives, sa liste et les autres ont perdu la capitale. Donc on ne peut pas passer l'éponge sur cette baisse de l'électorat de Khalifa à Dakar. Ben, ce qui est important et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'a pas été aux arrêts parce qu'il est le maire de Dakar. Il n'a pas été aux arrêts parce que c'est un homme politique. Il a été épinglé par un rapport de l'inspection générale d'État pour détournement de deniers publics. Et chez nous, la loi est claire. Ce n'est pas le juge. Le juge ne fait que appliquer la loi. Chez nous, la loi dit, et ce n'est pas avec Macky Sall, c'est bien avec Senghor, au temps de Senghor. Quand on vous accuse de détournement de deniers publics, c'est mandat de dépôt obligatoire. Pour sortir de cette détention, il faut cautionner. Donc s'il est resté en prison, c'est parce qu'il a voulu et ce n'est pas parce qu'il est homme politique. Bon, il y a une volonté manifeste de polluer les médias européens en disant que c'est le maire. Mais il y a eu 2 élections. Il y a eu un référendum
D'abord, il y a eu des élections législatives qui ont fini de prouver quand même qu'il ne peut pas être une menace pour le président de la République. C'est très léger de penser qu'on peut prendre au Sénégal une personne et le détenir de façon arbitraire. Il y a eu la présentation de fausses factures pour soutirer de l'argent du contribuable. Fausses factures. Un autre cas, en juin 2016, Karim Wade a été gracié. Il vit maintenant au Qatar. C'est un exil volontaire ou s'agit-il d'un exil négocié, puisqu'on a parlé de l'intervention du Qatar? Bon, moi, en fait, je pense que vous posez la question à la mauvaise personne. Karim Wade est libre aujourd'hui. Une fois, son père a annoncé son retour au Sénégal et lui-même l'a annoncé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? À la prochaine rencontre avec Karim Wade, demande-lui. Mais moi, ce que je peux confirmer, il a été gracié avec 567 Sénégalais. Chaque année, avant la fête de Tabaski ou de Korité, le président de la République accorde son droit de grâce à des Sénégalais qui sont détenus en prison. Moi, je ne peux pas répondre à la place d'une personne qui est libre et qui vit de façon libre dans un autre pays, qui a les moyens quand même d'appeler, de donner sa version. Il a été gracié et ça n'a jamais été contesté. Le président Wade pourrait répondre... grâce négociée? Non, le président Wade pourrait répondre à cette question. Parce qu'une fois, il a annoncé. Est-ce que vous avez déjà entendu le président Wade dire que son fils est retenu au Qatar, ou Karim Wade lui-même le dire? Maintenant, tout un chacun peut spéculer, tout un chacun, même ce silence-là est une forme de communiquer pour lui. Mais l'histoire Karim Wade, c'est jugé, classé, passé, condamné à payer 138 milliards à l'État du Sénégal. Il nous doit ces 138 milliards. Il y a une différence. On est en avance même par rapport à la France. Ici, il y a ce qu'on appelle l'autorité judiciaire. Chez nous, c'est un pouvoir. En France, c'est l'autorité judiciaire. Au Sénégal, c'est un pouvoir judiciaire. Donc, il ne peut pas y avoir cet amalgame, même s'il y a cette volonté manifeste de polluer l'atmosphère, de diffuser des rumeurs. Nous restons sereins. On a un plan basé sur la vision du président de la République. Nous sommes en train de faire ce travail. C'est aux Sénégalais d'évaluer. Il y a eu 2 ou 3 évaluations depuis le début du mandat du président. À chaque fois qu'il y a eu élection, nous avons gagné démocratiquement. Le peuple est souverain et le peuple choisit. Mame Mbaye Niang, merci. Merci, Madame Denise. Merci beaucoup.